Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, Docteur, chers collègues, Mesdames et Messieurs, nous sommes heureux de vous accueillir avec le Docteur Antonella Bonnefosse et Gilles Martinez à ce colloque e-santé que nous avons eu le plaisir d'organiser en étroite collaboration avec le groupe e-santé et la communication. Je tiens également à adresser mes remerciements à l'ensemble des intervenants, tant internes qu'externes de ce colloque, qui ont bien voulu contribuer à ce projet pour le GHT Paris Psychiatrie et Neurosciences. Alors, moi, je suis ravie de coordonner ce groupe parce que c'était pas du tout quelque chose qui était ma spécialité et je découvre plein de choses absolument passionnantes. Donc, c'est un plaisir. Oui, c'est vrai que c'est un plaisir pour nous de vous proposer ce premier colloque e-santé du GHT, à peine, je crois, 6 mois après notre première réunion du groupe e-santé. Donc voilà, nous sommes très fiers et heureux de vous présenter ce premier colloque avec un programme qu'on a voulu assez diversifier. Et surtout, on est très content, et on remercie pour ça les différents intervenants, très content de pouvoir vous proposer de toucher les choses, de faire en sorte que ce colloque ne soit pas que des présentations, même si elles seront certainement passionnantes, mais d'avoir la possibilité ce midi d'aller tester certaines applications sur des tablettes, d'aller faire une téléconsultation dans la salle au-dessus, de découvrir ce midi des univers virtuels. Voilà, c'est ce qu'on a voulu pour que ce soit le plus dynamique, interactif et innovant possible. De m'avoir proposé de vous parler d'un programme de télémédecine dédié aux enfants et adolescents avec autisme et qui sont accueillis en structure médico-sociale. Donc sur cette première diapositive, vous voyez l'ensemble des professionnels qui sont impliqués dans ce programme de télémédecine qui associe l'ARS, 2 centres de diagnostic autisme, 5 structures médico-sociales et un petit peu plus, si j'ai le temps, je vous en parlerai, le groupe Cézanne et l'unité de recherche économique du professeur Durand-Zaleski. Alors, le programme à proprement parler que l'on coordonne, donc moi je suis le coordonnateur médical, mais je travaille avec le centre de diagnostic de Versailles, coordonné par Marie-Joëlle Orève et le professeur Speranza, et 5 structures médico-sociales, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Donc le PROMETED, c'est l'acronyme de Programme médical de téléconsultation pour les enfants avec troubles envahissants du développement. Voilà, donc l'idée, on a répondu à un appel d'offres en 2013 par l'ARS qui a donné un financement FIR pour initier ce projet. Et l'idée, en tout cas pour l'ARS initialement, c'était très clairement de démontrer que la télémédecine en structure médico-sociale allait permettre de faire des économies en termes de déplacement, de transport, donc un moindre coût pour les transports et un moindre recours aux hospitalisations ou aux consultations d'urgence. Donc l'ARS avait, elle, dans son idée, l'idée de faire des économies. Nous, quand on a, au niveau du comité de pilotage, quand on a monté tout le projet de A à Z, je dirais, on avait plutôt l'idée aussi de faire un peu de clinique et de valider que par téléconsultation, on pouvait faire un repérage, en tout cas symptomatique, et des évaluations un peu standardisées. Voilà, donc nous ne faisons que des téléconsultations, donc avec le réseau Ortif, et donc c'est entièrement sécurisé. Et les téléconsultations, enfin le cadre de la loi des téléconsultations répond au même cadre qu'une consultation, au même cadre déontologique et juridique qu'une consultation en face à face. Mais la seule différence, c'est que le consentement des familles doit être signifié. C'est comme dans la recherche, il faut qu'on ait le consentement des familles pour participer aux téléconsultations. On a dû monter le programme entièrement de A à Z. Moi, de façon très candide, quand je suis allée à l'ARS la première fois pour entendre parler de télémédecine, je me suis dit, ça va être super. On appuie sur un bouton et on fait de la téléconsultation. Eh bien non, c'est pas comme ça. Il faut travailler bien sûr avec la DSI. Alors pour vous expliquer un petit peu comment on a développé ce projet, on est parti avant tout d'un contexte clinique, d'une demande de nos patients. Alors tout le monde ne connaît pas la dicto dans cette salle, mais pour comprendre, la principale difficulté de nos patients, c'est d'arrêter leur consommation et surtout de lutter contre les envies de consommer une fois qu'ils ont arrêté. Cette envie de consommer, c'est ce qu'on appelle le craving. Et c'est aujourd'hui considéré comme un symptôme cardinal des conduites addictives et une cible thérapeutique privilégiée.
Et en fait, nos patients nous ont rapporté des difficultés à gérer cette envie de consommer au quotidien. C'est-à-dire que nous, en consultation, on travaille avec eux des stratégies pour qu'ils ne consomment pas. Mais ils nous disent, moi, quand il est 2h du matin et que je suis chez moi et que vous n'êtes pas là, c'est pas évident de mettre en place ces stratégies. Donc c'est une application qui, en fait, est complémentaire de la prise en charge de nos patients et qui est utilisée entre 2 consultations par le patient. Donc la cible principale, c'est la prise en charge donc, de cette envie de consommer. C'est transproduit, c'est-à-dire que ça ne dépend pas du produit que les gens consomment, puisque cette envie de consommer, elle est intrinsèque à l'addiction et elle ne dépend pas du type de produit. Ça permet un accompagnement en temps réel de nos patients. Nos patients nous rapportent, ils nous disent que c'est comme un petit soignant dans la poche, il est toujours là. Et c'est basé à la fois sur des principes de TCC, des principes de psychorééducation et des principes de renforcement positif. Donc plus concrètement, lorsque le patient il va ressentir une envie, il va appuyer sur le bouton donc envie. Et donc en quelques clics, il va préciser le contexte situationnel et émotionnel dans lequel il se trouve. Donc, et ce à quoi Phoenix va réagir en prodiguant 3 stratégies qui sont triées par ordre de pertinence face au contexte. Donc les stratégies, elles sont personnalisées et elles sont préparées en amont avec le soignant au cours de consultations. Et ensuite, elles sont croisées au contexte du craving et au profil du patient grâce à des algorithmes de machine learning, donc apprentissage automatique. Et elles sont conseillées à l'utilisateur dans un contexte donné via un algorithme d'apprentissage automatique par renforcement implanté dans ce logiciel. Donc en gros, le logiciel il est capable de donner, grâce à la segmentation des stratégies, il va donner la meilleure stratégie dans une situation. Donc, ensuite, chaque profil est personnalisé. Donc, l'application elle va également fournir des statistiques sur le comportement addictif de l'utilisateur. Et elle va utiliser donc, des principes de renforcement positif et de psychoéducation pour le soutenir dans sa démarche. Et donc, le patient il va pouvoir aussi consulter son profil sur son téléphone à partir de la page d'accueil. Donc, en cliquant sur le bouton « Voir mon profil », donc il pourra y trouver diverses informations sur les graphiques. Il y aura des graphiques sur ses cravings avec l'intensité et la fréquence. Il y aura les listes de ses contacts d'urgence et une liste personnelle des freins et des motivations à l'arrêt ou à la réduction de sa consommation. Alors, BloomUp, c'est un outil d'e-santé, d'e-psychiatrie qu'on a souhaité plutôt orienter vers l'aide à la prise en charge des patients déprimés. Et c'est un outil qui nous est apparu intéressant parce que, comme vous le savez tous, la dépression, c'est une maladie extrêmement fréquente, que c'est la première cause de handicap selon l'OMS et qu'elle représente 3% des coûts de santé. Et ce que l'on rencontre, nous tous, en tant que psychiatres spécialistes, c'est que bien souvent, quand les patients nous arrivent, on perçoit que les traitements antérieurs qui ont été mis en place le plus souvent en médecine générale ne sont pas adaptés. Et qu'on a aussi beaucoup de patients qui ne peuvent pas bénéficier de soins. Les délais d'attente dans certains CMP sont extrêmement longs. Donc la prise en charge est quasiment réservée exclusivement à la médecine générale, avec toutes les limites que cela peut avoir. Alors notre idée, notre solution, c'est de proposer 2 outils. Le premier outil, c'est un site internet qu'on a appelé BloomUp Prescription. Ce site internet, il sera disponible à la fin du mois de juillet. C'est un site internet qui va être une aide au choix du traitement antidépresseur. En pratique, le médecin généraliste va pouvoir choisir des caractéristiques de son patient, son sexe, ses comorbidités médicales ou psychiatriques, les antériorités de traitement, la prévalence de la symptomatologie anxieuse. Et en fonction de ces différents critères, il va lui être proposé des traitements qui vont être en accord avec les recommandations internationales. Et puis, on a l'idée que le médecin généraliste va pouvoir, à l'issue soit du choix du traitement par l'application, par le site internet, ou sans même y avoir accès, peut générer des codes pour que son patient puisse bénéficier d'une application mobile qui va lui proposer un certain nombre d'outils à la fois d'auto-évaluation, mais également de remédiation cognitive, de méditation, d'activation comportementale. Et nous avons souhaité
fait que cette application ne soit pas accessible directement par les patients depuis on va dire une plateforme libre, parce que notre idée, c'est que chaque patient puisse être au moins évalué une fois par un généraliste. On ne souhaite pas non plus que notre outil, il est vraiment destiné aux dépressions d'intensité modérée ou légère, et on ne souhaite pas que les personnes qui puissent avoir l'illusion de traiter une dépression sévère avec une application puissent seules y avoir accès. Donc on souhaite qu'il y ait une évaluation médicale, que le risque suicidaire soit évalué au préalable, et ensuite que le médecin puisse donner des codes pour que le patient puisse avoir accès à l'application. La particularité de cette application, c'est qu'elle est adaptée à des patients qui ont une attention assez limitée, et on leur propose un programme très très court, donc de 15 minutes par jour. Donc il a fallu faire des interfaces extrêmement intuitives, et qu'on n'arrête pas d'améliorer en fait. Au fur et à mesure, on trouve toujours quelque chose qui est trop compliqué et qu'on écrème pour avoir le parcours le plus fluide possible. On a décidé, il y a un certain nombre d'années, je crois que ça a commencé en 2012 ou 2013, cette aventure, de créer une ville virtuelle pour des participants qui ont un handicap psychique et qui sont institutionnalisés. Donc là, vous avez quelques photos et j'ai mis également une séquence pour que vous voyez de quoi, qu'est-ce que c'est que cet univers. Et donc, on fait travailler la personne d'un univers en 2 dimensions à un univers en 3 dimensions, et on invite donc un groupe de patients, puisqu'il s'agit d'un groupe, sur 3 mois, à évoluer dans une ville virtuelle, et en s'aidant d'un plan qui est comme les plans sur lesquels nous-mêmes on s'oriente, qui reproduit donc cette ville. C'est un groupe interactif qui aborde les difficultés de planification et de gestion de situations concrètes du quotidien qui nécessitent une organisation. Donc il y a 15 sessions d'1h30 où vont être travaillées les capacités de planification d'un itinéraire, d'organisation dans une ville virtuelle. Et actuellement, on a même non seulement plusieurs quartiers de la ville, mais en plus un supermarché virtuel, un appartement virtuel en version salle et en version rangée, pour travailler un certain nombre de difficultés que connaissent bien les équipes soignantes dans tous les secteurs. Donc, dans les 2 premières sessions, avec le groupe de 6 personnes, on va dénombrer les difficultés de chacun en découvrant un quartier de la ville qui est assez petit, assez restreint, où il y a suffisamment de diversité et de choix. Et à la suite, le binôme de soignants, donc une infirmière, une psychologue ou 2 infirmières, vont créer, ou même une ergothérapeute, vont créer les sessions d'après en reprenant les difficultés de chacun et en construisant des scripts que les personnes vont faire à tour de rôle. Et donc, à tour de rôle, ils vont prendre le joystick, puisqu'on n'est pas en réalité augmentée, et ils vont évoluer dans le quartier qu'ils auront choisi, et on va leur donner une série de tâches compliquées à faire, un peu comme quand nous, on planifie, quand on se projette dans notre futur proche, on planifie nos courses dans notre quartier un samedi matin. Et donc, à la fin de chaque session, on a 15-20 minutes qui sont consacrées à des échanges pour favoriser le transfert en vie quotidienne, et ils parlent de leur vie quotidienne. En fait, en même temps, ils ont toujours ce switch 2D, 3D. Ils doivent aussi reporter les différents lieux, choisir une adresse et retrouver les bâtiments caractéristiques. À l'issue des sessions, on suggère des tâches à domicile, mais on ne les impose pas, en lien avec les points abordés pendant la séance à réaliser dans leur quotidien. Donc, on fait des évaluations neuropsychologiques classiques, d'attention, mémoire, etc. Et on a aussi des évaluations qui ont été conçues toujours par l'équipe de Pascal Piolino, en réalité virtuelle, et qui permettent de tester la mémoire prospective et la mémoire rétrospective
Et donc, je vais vous présenter cet outil qui s'appelle Dr Warehouse. Et en pratique, je pense qu'on a tous été confrontés à ce type de situation. Donc, on ne sait pas où sont les dossiers. Savoir comment identifier les patients, c'est très difficile. Les données sont mal codées. Il manque des dossiers. Tel secteur a bougé et finalement, les dossiers ont été archivés dans un endroit qui est à 100 km et il faut pouvoir les récupérer. Mais c'est très compliqué. Donc, juste ne serait-ce que pour identifier les patients éligibles à ce projet de recherche, on est déjà dans la difficulté, sans parler de l'extraction des données et le recueil de données, le transférer sur un format numérique. Donc, revenez dans un an ou dans un mois si vous êtes très rapide, mais il y a des gros délais de recherche. Et pour résoudre ce type de problème, il y a désormais, en tout cas, Dr Warehouse, vous allez voir, est un outil vraiment formidable pour, en tout cas, attaquer ce type de problème de manière beaucoup plus efficace. C'est un entrepôt de données biomédicales. Finalement, qu'est-ce que ça fait? Ça prend les bases de données cliniques qui existent, donc les différents supports où sont réparties l'information médicale, et à l'aide d'une base de données, mais également adossée à des bases de connaissances et d'ontologie. Typiquement, ça va adosser le terme HTA à hypertension artérielle. Il y a un lexique, alors je le dis de manière très schématique, et encore une fois, je ne suis qu'un utilisateur enthousiaste de Dr Warehouse. Je ne connais pas la finesse de la structure sous-jacente. Et au sein de cet entrepôt de données, on va pouvoir faire des requêtes à l'aide d'un moteur de recherche et de modules de data mining au sein du logiciel. Donc 80% ici des données sont non codées. Donc, les données textuelles, bien entendu, vous savez, sont indispensables. Ça a une description phénotypique beaucoup plus riche. On peut aller dans une granularité bien plus fine de la description sémiologique ou clinique ou de l'évolution d'un patient. Ça permet également de décrire des patients qui sont non diagnostiqués. On a l'ensemble du corpus, par exemple, qui constitue un syndrome, mais ce syndrome n'a pas été identifié. On n'a que les symptômes en texte libre. Et on peut également chercher dans le texte libre, avec les outils adaptés, l'expression du doute sûr, ou l'expression de l'absence. Typiquement, on ne retrouve pas d'hématome sous-dural, on ne retrouve pas. Et ça, ce type de moteur de recherche, et Dr Warehouse le fait très bien, en est capable. Donc Dr Warehouse, un entrepôt de données qui est orienté vers le document et moins vers la donnée codée, même s'il le fait très bien. Et finalement, les défis qui sont identifiés pour, en tout cas, la recherche translationnelle et, a fortiori, la recherche translationnelle rétrospective, c'est cela, trouver les patients qui correspondent à la population cible qu'on veut étudier, fouiller les données, c'est-à-dire avoir une description phénotypique plus poussée de ces patients, et enfin, bien entendu, tout ça pour favoriser la recherche translationnelle. Ça permet de recruter beaucoup plus de patients et également, bien entendu, de mieux comprendre vos phénotypes. Vous voyez ici, on parlait tout à l'heure de clusterisation, donc le fait qu'il y ait certains patients qui se ressemblent, à 70%, mais qui potentiellement ne ressemblent pas aux autres patients sélectionnés avec 70% de similarité. Et donc, le logiciel permet également de faire des agrégats comme ça de patients qui se ressemblent entre eux et qui ressemblent aux patients index. Donc, vous pouvez identifier des endophénotypes au sein d'une maladie. C'est vraiment exceptionnel. Différents acteurs, différents droits, différents risques. Qui dit hébergement de données de santé dit risque particulier de divulgation aussi. Donc il y a toujours des risques de failles de sécurité, de perte de données, d'atteinte, de risque qu'elles soient endommagées, volées, détruites. Il y a toujours le risque d'une mauvaise utilisation de l'objet par l'utilisateur, d'où la nécessité, comme on l'a dit tout à l'heure, de bien former le personnel aussi qui va accompagner la fourniture de l'objet connecté. Si on regarde, maintenant on est passé donc d'une situation de diagnostic un petit peu, j'allais dire un peu stressante, à une situation un peu réglementée. Et là, nous, ce qu'on voudrait vous mettre en évidence, c'est la nécessité d'aborder de façon extrêmement méthodique la problématique des équipements, des acheteurs, celle des patients et la réparation des victimes. Pourquoi ? Parce qu'il nous a semblé qu'il y avait une matrice commune à la discussion dans laquelle on était. Il y avait la préparation d'un sujet, l'exécution et la réparation d'un sinistre. Donc quand vous développez une application, un objet connecté, un dispositif médical au sens large,
il faut savoir qu'il y a des réglementations spécifiques pour être autorisé, à respecter dans le cadre de la fabrication et de la mise sur le marché. Et donc, il y a des procédures d'auto-certification de la conformité, des déclarations à faire, obtenir un marquage CE. L'objet connecté va être identifié et il y a une traçabilité des dispositifs médicaux et chaque objet connecté a une adresse IP particulière et il y a un système de traçabilité des dispositifs médicaux qui s'appelle le système IUD. Après, il y a les règles de surveillance et des activités de vigilance à respecter dans le cadre de la commercialisation. Pour revenir à la question des droits de propriété intellectuelle et industrielle aussi des fabricants ou des éditeurs, des concepteurs d'applications, d'objets connectés. Donc, il y a les objets connectés, en fait, regroupent en eux-mêmes divers actifs incorporels. Et la protection se fait soit par le droit d'auteur, les droits d'auteur existent sans formalité, mais avec des codes sources, on est plus à même de prouver sa titularité des droits d'auteur. Nous avons une protection aussi par le droit des marques et dessins et modèles quand il y a une originalité du design, de la forme, du nom. Il faut protéger auprès de l'INPI, enregistrer les marques, sachant qu'il faut viser des classes de manière assez large qui décrivent à la fois le produit et les services. Donc là, c'est une petite illustration. Donc, si on prend un bracelet connecté, donc il y a la protection du nom, la protection du design, la protection des bases de données qui a un régime en France particulier qui est les producteurs de bases de données sont protégés juridiquement et les programmes informatiques et logiciels par le droit d'auteur, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure.